Voilà, bonjour, je suis Muller Robert, président du cercle de néologie de Chirin-Chirofen. Monsieur Rosano m'a contacté pour présenter la communauté juive de Chirofen. C'est ce que je fais avec plaisir. Nous sommes en présence de Madame la maire, qui est derrière moi, l'adjoint de Chirofen, derrière aussi, et notre secrétaire Bernadette Dorfer en face. Donc, elle est là juste pour me modérer parce que souvent je dérape. Je vais trop loin ou trop rapidement. Voilà. Donc, on va lancer le diaporama. Alors, je voulais dire d'abord merci pour la participation au Zoom avec nous. Et Chirofen, elle est très active avec le consistoire actuellement. Et on a fait des restaurations de murs enceintes au cimetière, ensemble avec la mairie. Alors, c'est une occasion pour remercier aussi à la mairie. Et voilà, merci aussi pour l'inventaire des cimetières et des autres choses. Voilà. Donc, on va juste inverser. Donc, voilà, vous avez la communauté de Chirofen. C'est l'entrée du Chirofen. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame la maire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation que j'ai acceptée avec beaucoup de plaisir. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Rossano pour les travaux du cimetière et nous avons également une ancienne école juive chez laquelle nous avons aussi fait des travaux dernièrement au mois de novembre. Alors, Chirofen est une toute petite commune de 710 habitants au dernier recensement et fait partie du canton de Bischwiller qui se trouve à 7 km et de la communauté d'agglomération de Haguenau depuis 2017. Nous avons une toute petite activité artisanale et la majorité des habitants travaillent dans les villes autour, c'est-à-dire Haguenau, Bischwiller, Strasbourg et pour beaucoup aussi en Allemagne dont la frontière est très proche. C'est la plus petite commune du Bas-Rhin puisque nous n'avons que 63 hectares sur le banc communal. Mais nous ne nous trouvons pas du tout à l'étroit parce que nous avons la belle forêt de Haguenau et le Ried pour nous permettre de faire des promenades et de profiter d'une nature qui est vraiment très généreuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la communauté juive de Chirofen au XIXe siècle et je remercie Robert Muller et Bernadette Dorfer qui font depuis des années un travail formidable pour nous permettre d'être en lien avec nos racines. C'est important de savoir d'où l'on vient parce que ça permet aussi de donner sens au présent et de respecter également tous ces habitants qui ont fait l'histoire de notre commune. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Robert parce qu'il a vraiment une mine d'informations à partager avec vous tous. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, donc on va commencer. On va commencer. Ouais. Donc, une précision bien, je ne suis pas historien, mais électromécanicien de métier. Hein. Donc aussi, je ne vous citerai pas les sources, les droits à l'image, des conneries comme ça. Donc, juste pour que ce soit bien partagé, je vais inverser et je vais mettre, afficher la barre. Non, c'est pas ça. Il faut que je partage d'abord. Il faut que je partage d'abord, écran partagé. Pourquoi je n'arrive pas à partager? Alors, d'abord, il faut ouvrir les dossiers. Oui, il faut d'abord ouvrir le dossier. Donc,
Et après, j'arrive plus à passer. Pourtant, hier, ça marchait. On va pouvoir... Vous ne le voyez pas ce que je... Non, pour l'instant, on ne voit pas. On ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Qui dérange, Non, non, je ne pense pas que ça dérange. J'ai animateur à désactiver le partage d'écran par les participants. Ah, je sais qu'est-ce que c'est. Je sais. Ça va marcher maintenant. Voilà, là, c'est bon. Donc, écran 1, Yeah. partager. Donc, voilà, là, ça commence. Ouais, ça, c'était... On va changer, basculer. Voilà. Donc, je me suis intéressé à cette communauté à la demande de Mme Dora Stein de l'Association des Amis du Musée du lieu alsacien de Bouxwiller, qui voulait organiser une exposition aux Journées européennes de la culture juive en 2013. Donc, c'est Mme la maire qui a parlé déjà. Donc, moi, j'avais prévu de changer. Donc, ça, c'était... Voilà. Donc, histoire de la communauté juive de Chirofen. En 1294, le domaine du Schurhof relève directement de la cour impériale des Hohenstaufen de Haguenau. Le bien était attribué aux Dotzler. Ces bouffons jouaient un rôle important à la cour. Ils occupaient l'aile ouest du château impérial de Haguenau et ils ont construit un château de chasse à Chirofen. En 1391, le domaine passe à Klaus Rosenbaum par lettre patente impériale du 27 juillet 1401. En 1429, Wendling von Eschenau est investi du domaine par une patente impériale signée par l'empereur Sigismond de Luxembourg à Bratislava, le lundi après la fête de Saint-Georges. À la mort de Wendling von Eschenau en 1454, le fief passe à ses deux fils, Graft et Louis, ainsi qu'à Raban Talmon, le beau-frère. En 1505, au décès de Louis d'Eschenau, ses deux fils, Fabien et Louis, sont investis du domaine. Comme ils habitaient tous les deux à Bischwiller et ne s'occupaient guère du domaine, il avait confié l'administration à un homme de confiance. À la mort du dernier des Eschenau, en 1561, le domaine du Schirhof est attribué par une lettre impériale signée le 11 janvier 1565 aux deux secrétaires de la chancellerie, Wolfgang Haller et Georges Knoll, chacun pour moitié. Cette investiture est ratifiée à Ratisbonne le 9 juin 1568 par l'empereur Ferdinand et confirmée plus tard par l'empereur Maximilien en 1573. En 1595, il passe aux mains de Jean-Jacques Niedheim, en 1609 à Jean-Philippe Niedheim, en 1659 à Jean-Nicolas, à 1664 à Jean-Christophe, 1687, en 1693 à Frédéric Niedheim. En 1750, au décès du dernier des Niedheim, le domaine revient à François-Antoine Ferdinand Warstadt. Il le restera jusqu'à la Révolution française. Jean-Frédéric Niedheim, puis François-Antoine Ferdinand Warstadt se montraient favorables aux Juifs et leur accordaient un droit d'asile et de protection, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, le Schirmgeld, de 21 livres payés au roi et 20 livres payés au Seigneur. Voilà. Au recensement de 1689 et de 1716, on a des Juifs. Ce ne fut qu'en 1723 qu'un sieur Élie Lazare eut le premier l'autorisation de s'établir à Chirofen. Peu à peu, ces légionnaires des environs, Beinheim, Runzenheim, Selnheim, Suttenheim, sollicitèrent et obtinrent des autorités supérieures la permission de venir et résider à la tour. Ouais, je commence déjà à y aller. Donc, le 1er juin 1725, un État fait en conséquence des ordres de Monseigneur Harley, intendant de cette province, mentionne le nombre des familles juives établies dans les terres et seigneuries du district de la noblesse de la Basse-Alsace. À Chirofen, il est fait état de 3 familles qui sont établies successivement en avril 1725, Salomon Moïse, le 2 avril Jacob Weil, le 20 avril
Gersel, Neter ou Naël le 28 avril. Je ne parlerai pas de la prise de nom en 1808. Donc, la communauté représentait en pourcentage de la population en 1819 50%, 52,85%, en 1836 66%. On voit que ça augmente jusqu'en 1861, 56, 61, on était à 71%, presque 72%. Et ça a chuté rapidement. En 1936, il n'y avait plus que 8,13%. Quand on regarde, c'est ça, il faut que je l'agrandisse. Hein? Donc, je vais l'agrandir un peu. Donc, on regarde sur le recensement de 1834 et par rapport à 1851, il y a juste Mulholtz qui était plus en pourcentage en 1834, mais a chuté en 1851. On regarde, on a le reste, on était toujours le plus en pourcentage. Hein. Ce n'est pas un nombre d'habitants, c'est en pourcentage par rapport à la communauté. Voilà. Donc, j'ai fait pour l'exposition sur le plan cadastral de 1836, j'ai représenté les maisons en mauve sont les maisons juives et en rouge les maisons catholiques. On voit bien que le bleu, c'est la synagogue avec une construction derrière qui va disparaître. Donc, l'école n'est pas encore construite en cette année-là, mais on voit que la plupart des maisons sont autour de la synagogue. Il n'y a pas d'église à Chirofen. Hein. Il y avait juste une petite chapelle. Le château est là, ce château. Donc, je continue. Ça, c'est le plan, le cadastre du 1900. Là, on remarque la synagogue, l'école juive et l'école catholique. Quand on regarde, c'était aussi ce Gemeinhaus, donc la mairie, l'école juive. Voilà. Je continue. C'est la même chose, mais là, on voit que les écoles sont mises. Je n'ai pas colorié. C'est le même plan qu'il y avait avant. Et on voit que le cimetière est beaucoup plus loin. C'est par ce truc. Et là, il y avait une tuilerie qui a été construite. On voit qu'il y a plus de maisons, mais tout ça, actuellement, tout ça est construit. Donc, on va parler des trois bâtiments. Chirofen était le siège de rabbinat de 1815 à 1905. La synagogue de Chirofen. La communauté de Chirofen obtient l'autorisation de construire une synagogue en 1817. En 1818, la nouvelle synagogue, construite en pierre, est achevée. Elle est construite aux 7 rues des... Donc, ça, ces maisons n'existent plus. Donc, voilà. Elle fait 16,15 mètres de long sur 11,65 mètres de large. Les murs font 50 cm. L'inauguration a lieu le samedi précédant la nouvelle année juive en 1818. D'après mes calculs, ce serait le samedi 26 septembre 1818 et le 26 Éoul 5578 dans le calendrier hébraïque. Je fais les calculs, bon, je pense que c'est. Alexandre Weil, le grand écrivain originaire de Chirofen, a écrit dans le livre Ma jeunesse. Cette cérémonie provoque un incident assez grave qui a agité toute la population juive du village. Quelques jours auparavant, un individu nommé Fröni déclara à Alexandre Weil, Alexandre, je désire te sauver parce que je t'aime, mais on va couper la gorge à tous les juifs.
Samedi, quand vous rendrez à la nouvelle synagogue, tous les catholiques de Soufflenheim et de Schirheim viendront occuper votre temple pour en faire une église. Le jeune Alexandre ne se fait pas dire deux fois, il rentre chez lui en courant pour raconter les faits à son père. Celui-ci en informe aussitôt M. Lévy, l'instituteur, et le maire Michel Heiser. La population juive se réunit immédiatement, non pas pour organiser sa défense, mais pour demander à Dieu de détourner cette calamité. Le maire informe le préfet de la menace. Aussi, le vendredi soir, pendant l'office, les Juifs ont la joie d'entendre le son du tambour et peu après, ils assistent à l'arrivée d'une compagnie de grenadiers envoyée par le préfet. Le vendredi soir, la compagnie entière, tambour en tête, bannière au vent, précède le cortège qui vient inaugurer la nouvelle synagogue. Le rabbin vient au-devant des soldats pour les bénir. Quelques grenadiers et des vieillards commencent à l'heure. À peine la compagnie de grenadiers est-elle parvenue à gauche du village que l'émissaire des mauvaises nouvelles prend la fuite. Le coup a été évité. Pour montrer que l'alarme était fausse, toute la jeunesse catholique de Souvenheim prend part aux danses qui se poursuivent jusqu'à la nuit du lundi. On n'a jamais vu une fête de village plus joyeuse. Bon, c'est toute une histoire. Nous avons très peu de renseignements sur les années d'avant-guerre sur ce bâtiment religieux. Peut-être que le consistoire a des photos, des trucs. Il n'y a aucune photo. Le 16 juillet 1941, la propriété foncière et le bâtiment sont transférés à la commune de Schirhofen par les autorités allemandes et à la commune de Schirheim parce que Schirhofen n'existait pas pendant la guerre comme commune. C'était une annexe de Schirheim. Et transcrit sur le livre foncier. La commune de Schirhofen ayant été attachée, voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vais vous montrer un plan qui a été fait par, bon, il est de mauvaise qualité, parce que bon, c'est mauvaise qualité. On le voit, ce plan-là a été fait pour modifier. Parce que, voilà. Donc, la commune du Schirheim charge l'architecte de transformer la synagogue en lieu pour remiser le matériel des pompiers ainsi que des machines agricoles. Il est prévu de démonter la tribune pour avoir un espace plus grand, ainsi que l'agrandissement de la porte d'entrée pour le passage des véhicules. Le sol doit être surélevé de 30 cm afin d'être à la hauteur de l'extérieur. Donc, j'ai découpé ce plan. C'est l'intérieur de la synagogue. Les deux traits noirs sont à peu près l'arrêt de la tribune. Donc, il y avait je passe, ça descendait de deux marches ici. Hein. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, l'hôtel, je ne sais pas si on appelle ça un hôtel. Donc, on voit que là, il y a sûrement là, il y avait l'Arona Kodesh. On appelle ça l'archante, non? L'Arona Kodesh. Oui. Voilà. Donc là, on descendait de deux marches et à côté, il y avait deux locaux. Et les femmes montaient à la tribune par l'extérieur. Là, on voit une coupe, mais l'architecte n'a pas mis l'escalier qui était à l'extérieur. C'est sûrement par manque de temps ou parce que de toute façon, ça a été modifié. Parce que là, on voit, c'est l'entrée du tabernacle. Voilà. Et là, on voit la découpe entre les fenêtres où il y avait la tribune. Et ça, c'est l'entrée pour monter à la tribune. Ça, c'est juste avant. Hein. Donc là, le portail est rond. Il y a un manque qu'on verra après. Il devrait y avoir une fenêtre ici. Donc, ça a été, il devait changer. On a là l'ordre de truc et 6000 Reichsmark. Mais d'après les photos qu'on verra après, ça n'a pas abouti. Donc, on regarde. Ça, les plans ont été modifiés. Ce qui est en jaune doit disparaître. Donc là aussi,
ils ont fait un extrait de plan cadastral, mais là, on voit que cette maison n'existe plus en 42. Le reste existe encore. Je ne sais pas si c'était la maison du rabbin ou si c'était près du ruisseau, là. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Donc, on ne sait pas comment ça a été détruit. Là, la découpe, on voit que à cet endroit-là, ce qui est en jaune va disparaître. Et là, c'est la tribune qui disparaît et on met un escalier à l'intérieur. L'escalier extérieur doit disparaître aussi et l'agrandissement. Donc là, on voit qu'il y aurait eu un escalier pour monter au grenier et le jaune aurait disparu. Et là, on voit l'escalier devrait disparaître et on aurait mis une porte carrée, plus grande, et on aurait fermé ces fenêtres. Donc là aussi, ils auraient terminé cette fenêtre normalement, parce que là, en principe, il y aurait la tribune, et la tribune disparaît. Donc, je cherche mes papiers nouveaux. En 1945, un bombardement allié qui devait attaquer la gare qui est proche a fait exploser la synagogue. Ce n'est pas les Allemands qui ont cassé, c'est les bombes américaines. Et sur cette photo, on voit que la porte est encore ronde, mais ce loculus-là n'était pas sur le plan d'origine. Je ne sais pas s'il a oublié. Donc, on voit bien que ça n'a pas été modifié. Là aussi, il y a encore la pierre qui retenait la tribune. Donc, ça c'est après la guerre. Comme le terrain était transféré, tout ce que la communauté juive avait a été transféré à la commune de Chirain. En consistoire, l'a nouveau voulu le récupérer. Et ça, c'est en 46. Hein. Donc, là, on voit, je ne comprends pas le mot piscine, ça doit être la synagogue, le sol et la piscine. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Sans doute le bain rituel. Peut-être le mikvé. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Donc, c'était justement ce qu'il y avait, le bâtiment est derrière. Donc, il y avait bien un mikvé quelque part. Hein. C'est ce que je voulais entendre dire. Donc, ça a été en 49, attendez, l'audience est fixe. En 47, la communauté juive, à nouveau, c'est le consistoire qui a repris les terres du cimetière, tout ça. Voilà. J'ai trouvé aussi que le consistoire a supprimé le poste de ministre officiant salarié par l'État de Chirofen, alors qu'il n'y avait plus de juifs à Chirofen en 47. Hein. Ça doit être un truc administratif. Hein. Donc, là, le 4 mars 49, le maire de Chirofen écrit au sous-préfet et au consistoire. J'ai l'honneur de vous signaler que la synagogue a été fort endommagée en 1945, et notamment la toiture. Vu que la toiture n'a jamais été remise en état et par la suite des intempéries de la pluie et de la neige, la charpente menace ruine et présente ainsi un grand danger pour la population. Pour éviter tout accident, il devrait être procédé d'urgence à l'enlèvement de la charpente. Le 8 mars, le préfet répond au maire qu'il s'en occupe. Le consistoire écrit aussi au maire pour lui dire qu'ils sont d'accord pour la détruire. Donc là, le 25 mars 1949, le sous-préfet envoie le courrier suivant. Monsieur le chef de la circonscription de Strasbourg, auprès duquel je suis intervenu à ce sujet, vient de me faire connaître que la solution envisagée primitivement, qui prévoyait la réparation de la charpente et mise en place d'une couverture provisoire, ne peut être maintenue vu l'état des détérioration.
ce service a ordonné en conséquence la démolition de la tribune au-dessus du porche, ainsi que l'enlèvement des chevrons et de toute la charpente présentée en danger. Donc, la tribune existait encore en 1949, donc effectivement, ça n'a jamais été modifié. Le consistoire signale au maire que le MRU a donné les instructions pour la démolition de la charpente. Le consistoire envisage, demande le bâtiment et fait une proposition à M. Dolt, Louis, en 1950 et non en 1930, comme noté partout. Même sur le site de la commune, il y a encore 1930. Sur le site du judaïsme alsacien, il y a toujours 1930. Mais là, on voit bien que c'est bien le même personnage en 1950. Et c'est bien M. Louis Dolt. Je ne sais pas où cette date a été changée, mais bon, j'ai trouvé le document à la mairie. Donc, le 23 mars, le sous-préfet envoie pour une somme de 80 000 francs. Mais la vente capote pour une raison que j'ignore. Donc là, on a le document que le consistoire transfère les droits de dommages de guerre sur la synagogue à l'hospice Elisa, asile israélite de vieillards au Moulin Vert à Greifswald, pour l'agrandissement de 15 à 20 pièces. La somme est de 163 715 francs, valeur 1939, qui en valeur 1953 correspond à 3 164 725 francs. L'inflation était importante en ce temps-là. Là, c'est cette maison-là qui a été financée. La commune de Chirofen avait demandé de racheter la synagogue pour 100 000 francs. Ils étaient d'accord, mais ça a traîné. Et là, le sous-préfet demande où ils en sont, mais ça a été abandonné par le prix de la vente, alors qu'ils étaient d'accord avant. La vente est de nouveau actualité en 1959, lorsque M. René Faure et son épouse Anna Faure décident d'acquérir la propriété. Le préfet demande une enquête de commodo et d'incommodo sur le projet de désaffection et vente de la synagogue de Chirofen. On voit là, j'ai plusieurs documents, mais il ne faut pas, sinon ça chargerait trop. Donc, par décret du 19 octobre 1959, la synagogue a été désaffectée. Et la vente, donc, a pu être. Ça, c'est l'acte de vente entre le consistoire et M. René Faure. Bon, j'ai mis juste les extraits. On voit bien que c'est M. Claude Marx, secrétaire, qui avait vendu à M. René Faure, qui était entrepreneur de maçonnerie. Et donc, c'est le Premier ministre, Michel Debré, qui a fait le décret M. René Faure a construit sur ce bâtiment et c'est cette maison qu'on voit maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on arrête un peu avant d'aller plus loin, si quelqu'un a des questions. Ou on continue avec l'école juive. On peut continuer. La question, on va garder pour... Oui, d'accord. OK, moi, ça me va. Donc, l'école juive. Je suis là. À la fin du 18e siècle. Hein? Ouais. Ouais. À la fin du 18e siècle, une école fonctionne à Chirofen. Elle est dirigée par le rabbin Samuel Goetschel. C'est une école privée et les élèves étudient dans la maison du grand maître. Parce que les Juifs n'avaient pas encore le droit d'avoir une école. Donc, j'avais prévu tout un laïus, mais je vais passer là-dessus. Donc, la Révolution française a donné aux Juifs les mêmes droits qu'aux autres citoyens. Désormais, ils ont le droit d'ouvrir des écoles. Étant donné que le nombre d'enfants
juive de Chirofen était en progression constante, la communauté israélite fit construire une école en 1844. Elle comprenait, donc là, on le voit sur le plan qu'on avait tout à l'heure, que cette école a été construite. Hein. Est-ce qu'on sait combien d'élèves il y avait à l'école? Non, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce qui est là aussi, dans tous les documents, on dit qu'il y avait une école avec 2 classes et 2 logements, alors que c'est absolument faux. C'était une classe et un logement. D'ailleurs, le logement n'était pas séparé de la classe. Il était au-dessus, mais on voit qu'il y avait une classe fait en 1942 parce que les Allemands avaient envoyé des ingénieurs contrôler toutes les écoles d'Alsace. Donc, là, cette école a été construite du temps du maire Raphaël Lévy, premier maire religion israélite nommé par le préfet dans le Bas-Rhin. J'ai vu que dans le Haut-Rhin, il y avait déjà un d'Urmenard en 1840. Donc, c'était le premier maire dans le Bas-Rhin qui a été nommé. J'ai fait dans la lettre du mois toute une histoire qui va continuer. Donc, on voit une église catholique sera construite sur le même système par le maire suivant, Léopold Weil, en 1864. Elle comprendra de même une salle de classe au rez-de-chaussée et un logement de service à l'étage. Ces photos sont de 1942, faites par le diplôme ingénieur Schelling de Karlsruhe. On ne sait pas pour l'instant quand les classes confessionnelles ont pris fin, sûrement quand l'instruction laïque et gratuite fut instituée par la loi du 28 mars 1882. Mais cela n'est qu'une hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que l'école juive est devenue l'école des filles et l'école catholique est devenue l'école des garçons après 1900. Des photos le prouvent, des photos de classe le prouvent. Donc, ça, c'est les toilettes. Ça, c'est une vue à peu près où il y a la synagogue. Ça, c'est une vue quand on descend. Donc, ce diplôme ingénieur a fait un rapport. Donc, il note l'école est au milieu du village, dans la rue principale, à 250 mètres de la première école. C'était l'école catholique. Hein. Là, parce que l'école juive était l'école 2 pour eux. Le bâtiment est construit en briques. Il y a une cave sous un quart de la surface, une salle de classe au rez-de-chaussée, un escalier pour accéder au logement de service. Le logement comprend 3 grandes chambres et une petite, ainsi qu'une petite cuisine. La maison, du fait de son âge et de son occupation par des soldats français, est en mauvais état. Il faut y remédier le plus rapidement possible. La salle de classe est inapte au service, le logement est détérioré. L'extérieur du bâtiment est fort dégradé par les intempéries. La salle de classe a une longueur de 10 sur 7 de large. Elle est lumineuse. Il faut remplacer le parquet. Il y a 6 fenêtres qui nécessitent une réparation. L'école n'a pas de jardin potager. Un terrain de 300 mètres carrés à 500 mètres de l'école pourrait être utilisé à cette fin. L'école n'a pas de cours de récréation. Les enfants sont dans la rue principale pendant les récréations. L'école possède 4 cabinets d'aisance, un pour les garçons, 2 pour les filles et un pour le personnel à l'extérieur, derrière le bâtiment. Ils sont dans un état qu'ils sont inutilisables. Il est urgent de le refaire. L'école ne possède pas l'eau courante. Il faut chercher l'eau à l'extérieur, en puits du village. L'école ne possède pas d'égout. L'eau sale est rejetée dans la rue, de même que les eaux usées de la cuisine du logement. Le logement de service est prévu pour une personne seule. Il n'y a ni salle de bain, ni toilette, ni eau courante. Conclusion. L'école est conforme à une commune de cette grandeur. Il manque des locaux annexes ainsi qu'une cour de récréation. Le bâtiment est vieux et est en mauvais état. Les fissures sont apparentes. De mauvaises fondations en sont la responsable. L'école est par manque de personnel momentanément fermée.
si elle devait à nouveau servir, des travaux urgents de réhabilitation sont à prévoir. D'autre part, il faut abattre le symbole juif sur le fronton du bâtiment, qui est toujours. L'eau courante est à prévoir pour le logement de service. Ce rapport est très explicite sur l'état du bâtiment. Et aussi qu'il n'y avait qu'une seule classe et un seul logement, là aussi en contradiction avec tout ce qui est écrit par ailleurs. Après-guerre, des travaux ont été entrepris sur dommages de guerre et sur fonds propres. Ouais. Après la guerre, les classes deviennent mixtes par classe d'âge. Là également, les photos en sont la preuve. Je n'en ai pas mis, mais bon, on en a une dizaine. En 1956, la décision est prise de créer une classe enfantine comme annexe de l'école des filles. Une école neuve, en 1956, une école neuve est construite et donc l'école juive, qu'on appelle toujours l'école juive, est devenue une école maternelle enfantine jusqu'en 1971, date à laquelle le conseil municipal regroupe toutes les classes dans la nouvelle école. Dans un premier temps, le bâtiment est loué à une entreprise. Plus tard, il sera transformé en lieu d'habitation. Voilà, donc c'est actuellement, maintenant il y a des logements dedans. Il y a combien de logements actuellement? 2 logements. 2 logements. Oui, c'est la commune qui est propriétaire du bâtiment. Est-ce qu'il y avait une cloche là-bas? Comment? Est-ce qu'il y avait une cloche? Non, il y avait juste ce fronton qui est toujours avec l'Eder, quoi. Là, je n'ai pas besoin de vous raconter ce que c'est l'Eder. En principe, tout le monde le sait chez vous. C'est nous, c'est un peu, ça représente l'école, quoi. Donc, on passe au cimetière. Voilà, pour l'école, d'après une étude de Pierre Katz, il y aurait eu, vers 1850, l'école comptait près de 200 élèves. C'est possible? Oui, parce qu'ils n'allaient pas en même temps. Ouais. Donc, on pouvait mettre beaucoup de monde. Si actuellement, on mettait autant de monde dans les classes, on ferait une révolution, quoi. Oui, bon, ça faisait quand même beaucoup d'élèves. Hein. Oui. Bon, tout le monde n'y allait pas, je pense, aussi en même temps, quoi. Donc, mais il n'y avait que cette classe, hein, c'est sûr. Ouais. Il n'y avait pas d'autres écoles. Il y avait une deuxième école avec des garçons. Ouais. Donc, c'est la même grandeur. C'est actuellement la mairie là-bas. Donc, ouais. Voilà, donc on passe au cimetière. Est-ce que je peux vous poser une question sur l'école? Est-ce qu'il y avait une école, ça veut dire qu'il y avait une école de filles et une école de garçons? Il y avait 2 écoles à l'époque? Oui, dans la première, en 1844, il n'y avait qu'une école, c'était l'école juive. Et en 1885, attendez, ça, je me rappelle. C'est 20 ans après, je crois, il y a une école de garçons qui a été construite. Mais là, on appelle ça l'école catholique. Quand vous dites une école de garçons, c'était que pour les garçons catholiques? Oui, après, non, après ça, il y avait la séparation a été faite entre les filles et les garçons. Donc, ils étaient ensemble à l'école. D'accord, merci. Jusqu'en 1936, hein, ils étaient ensemble après. Madame Kahn, qu'on voit après, était en classe avec des gens catholiques, quoi. Il n'y avait plus de différence. Après 1900, il n'y avait plus de différence. Oui. Est-ce que ça, c'est dû à ce qu'il y avait plus d'enfants catholiques pour composer une école ou bien c'était dû à quoi? Non, mais parce qu'il n'y avait que 2 bâtiments, hein, c'est tout. Après, quand l'école a été... Il n'y avait pas d'école privée après. D'accord. C'était une école... c'était aussi la commune qui avait payé l'école, quoi, à la fin. Merci beaucoup. Ouais. Donc, on passe au cimetière. On pourra toujours revenir en arrière après.
Donc, le cimetière, c'est ça. C'est ça. Actuellement, c'est ça. C'est une photomap, donc on voit le prolongement. Donc, les maisons à droite de la photo sont à peu près d'après 15 ans, à peu près, ont été construites. Et derrière, maintenant, on construit aussi le lotissement. Donc, maintenant, le bâtiment est enclavé. Ça, c'était avant les travaux de renforcement. Et ça, c'était une photo en décembre. On voit qu'il y a le bâtiment était crépi. Donc, je perds le fil. Dès d'abord, Chirophène fut admis à enterrer ses morts au cimetière israélite de Ragno, en versant par personne décédée 10 shillings pour la caisse municipale. Ce droit tomba à la Révolution française, mais la communauté israélite de Ragno, qui devait pouvoir toutes les dépenses qu'occasionnait un lieu de culte, de sépulture d'une certaine étendue, frappa d'un tribut annuel chacun des villages intéressants. Le 21 octobre 1881, un cimetière juif est établi à Chirophène. Il existe encore aujourd'hui, bien que la communauté n'existe plus dans le village. Contrairement aux autres cimetières, qui sont souvent sur des terrains de mauvaise qualité, le cimetière de Juifs de Chirophène a été créé à quelque distance derrière les maisons du village. Aujourd'hui, il est entouré d'habitations. Les deux tombes les plus récentes sont celles de Madame Rouf, Hermance Nero, décédée le 31 décembre 1985, et sa petite-fille Annie Rouf, décédée le 30 septembre 2013, juste après les journées du patrimoine. Des citoyens, donc là c'est l'entrée, des citoyens de Chirophène qui avaient émigré aux Pays-Bas, à Paris, en Allemagne, se sont fait enterrer à Chirophène. De nombreux membres de la famille Rouf, une des premières familles installées à Chirophène, y reposent. Sur le mur extérieur est fixée une plaque où figure la liste des déportés et fusillés juifs en 1943 et 1944, originaires de Chirophène. Mise en place d'après les recherches effectuées en 2006 par Marianne Rebecca Sora Nemetzler de Schirheim, la sœur de notre trésorière et qui s'est convertie au judaïsme. Le terrain de Chirophène est à l'origine composé de 4 parcelles. Là, j'ai placé le cimetière sur un plan cadastral avant. Et il a dû faire un remembrement. Et c'est là on voit que le cimetière est dans les bonnes, donc ça passe jusqu'en derrière. Bon, il y a une poubelle. Yeah. Seule une des parcelles était la propriété d'un membre de la communauté juive. Les 3 autres étaient des propriétaires catholiques qui ont vendu leurs terres pour rendre possible la réalisation du cimetière. Cela confirme la bonne entente entre les deux communautés. Donc, le propriétaire du terrain de 1880 à 1943, c'était la communauté israélite de Chirophène. De 1943 à 1949, c'est la commune de Schirheim, parce que c'était mis sur le livre foncier de Schirheim. Et de 1949 à aujourd'hui, c'est le consistoire du Bas-Rhin. L'inauguration du cimetière de Chirophène par Elie Scheid, extrait. Donc, j'ai pris quelques extraits. Et on voit bien, il y a 2 ans, la commission de salut public à Strasbourg prouvait qu'il y avait danger à faire passer des cadavres à travers des centres habitats des diverses communautés, à ce pouvoir chacune d'un champ de repos. Auparavant, déjà Brumat, qui était tributaire d'Ettendorf, dirigea un cimetière de ses propres deniers. Puis après, grâce aux largesses de leurs conseils municipaux, Athènes et Soultz eurent le leur. Aujourd'hui, à son tour, Chirophène inaugure sa nécropole. La communauté de Strasbourg a Agone Bichulaire y contribué largement et du montant de souscriptions furent achetés le terrain. Donc, je vous laisse lire parce que, bon, c'est idiot de raconter la même chose.
Voilà, donc je passe au suivant. Créé en 1881. Oui. En 1881, il a été créé le cimetière. Ouais. Oui. Ouais. Donc, c'est un cimetière qui n'est pas âgé, quoi. Donc, voilà, ça fait toute l'inauguration. Donc, voilà le cimetière, il était. L'ouvrier communal est chargé par le consistoire de tondre le cimetière 3 fois par an, si mes renseignements sont justes, je crois que 3 fois. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, et temps, il le tombe pour nous. À l'occasion de la journée du patrimoine et de la culture juive, le dimanche 29 septembre 1913, avec mon équipe, nous avons débroussaillé le lieu en vue des visites. Donc, il y avait des arbres et Beau, hein. ça ressemble à ça maintenant. Entre-temps, il y avait de nouveau. Donc, on avait le jour de la visite, ça ressemblait à ça. Pour cette journée, Mme Dora Huselstein avait invité Mme Denise Kahn, la dernière juive vivante qui est née à Schirhofen et rescapée d'Auschwitz. Elle habitait en Hollande, elle était venue avec toute sa famille. C'est un moment très émouvant. Tout à fait, hein. Donc voilà, c'est la visite, toute la famille visite au cimetière avec Mme Dora Huselstein qui leur explique le cimetière. Donc voilà, c'est l'entrée. Ça, c'est Denise Kahn, Denise Kahn, qui est décédée entre-temps. Elle est venue 3 fois nous rendre visite. Donc ça, c'est son fils, je crois, et ses frères et sœurs. Enfin, c'est pas ses frères et sœurs, mais ses beaux-frères. Donc, le cimetière était correct. Donc, on voit qu'il n'y avait pas encore la tombe de la petite fille. Donc, ça, c'est sa belle-sœur, qui est catholique d'ailleurs. Voilà. Donc, on va... De nos jours, de rares visites sont encore faites par des membres des familles enterrées à Schirhofen. La plupart des descendants sont déjà morts eux-mêmes. Mais de temps en temps, ça arrive. Il y a c'est visite de Roberto Kahn et de son épouse Beth en septembre 2016, des jeunes retraités brésiliens. Quand nous connaissons leur arrivée, nous les accueillons en mairie. Souvent, nous leur réalisons leur arbre généalogique et leur présentons l'histoire de Schirhofen que l'ancien adjoint Jackie Alter a réalisé en français et en anglais. Pour Roberto Kahn, on lui a fait son arbre. Et derrière, il y a la frise de l'histoire de Schirhofen. Là, on voit l'évolution. Il y avait quand même 4 maires qui étaient juifs pendant 150 ans, ils étaient représentés. Là, on a remis l'arbre géologique, l'adjoint de Schirhofen, l'ancien adjoint, parce qu'entre-temps, la municipalité a changé. Mais il ne s'est plus représenté, hein, il n'a pas été viré. Et donc, là, on arrive au cimetière avec Mme Huselstein, et là, on voit qu'il n'y avait encore eu aucune maison derrière. La photo du groupe, donc c'était 2 Allemands qui étaient des amis, et là, on voit le secrétaire. Donc, ils avaient visité le cimetière. Entre-temps, la végétation a repris. Actuellement, il n'y en a plus. Donc, devant la tombe de leur ancêtre. En 2019, il y a Mme Ruth et Georges Bilb de la Nouvelle-Orléans, de Louisiane, qui étaient venus en 2019. Elle m'avait écrit qu'elle avait que quelques heures à passer à Schirhofen. Elle avait tellement pour elle, c'était l'Alsace, c'était
juste un village, quoi. Donc, je lui ai proposé d'organiser leur journal à Alsace, ce qu'elles ont accepté sans me connaître. J'ai réuni une équipe autour de moi, 2 traducteurs, Annie et Richard, Jean-Michel Klipfel et Nipper pour Gersdorf et Raymond Lévy pour Niederbronn-les-Bains. Sur ces photos, on leur a montré le registre d'état civil de leurs ancêtres. Là, c'est M. Bilbe, ça, c'est le traducteur, parce que moi, pas un mot d'anglais. Donc, lui, c'est M. Bilbe qui s'est occupé de Gersdorf. On lui avait fait l'arbre généalogique, donc cela, on lui donne. Et l'ouvrier avait tondu tout le cimetière et enlevé tous les arbres. Donc, il y a encore des morceaux il laisse souvent des plaques pour que les fleurs reviennent. Bilbe, Ruth, commence à voir découvre le lieu de repos des ancêtres. Nos journalistes locaux, comme à chaque manifestation, fait un reportage. Et là, c'est la 2e traductrice, donc c'est l'épouse du journaliste. Bon, c'est un ancien instituteur, hein, voilà. Et on avait fait la visite. Et après, on était parti à Gersdorf et M. Rémy Lévy les a pris en charge après pour aller vers Reichshofen et Niederbronn. Voilà. On trouve quelques... Donc, c'était un peu de leur famille. Donc, on peut retrouver tous les noms des personnes qui reposent dans le cimetière Kras aussi, qui est présent. C'est Mme Dora Hüselstein qui avait fait les relevés de toutes les sépultures et sa nièce en a fait les photos en 2013. Quand on va sur ce site, on trouve cette photo et on peut mettre, si on met recherche, on met un nom comme Cannes et on retrouve tous les Cannes qui sont au cimetière. Sur ce site, s'il y a un manque ou une erreur, il y a cette adresse. Il y a 2 mois, j'ai été sollicité pour une recherche de sépulture. C'est ainsi que j'ai pu constater qu'un certain nombre de renseignements à propos de ces tombes faisaient défaut sur le site. J'ai écrit à l'adresse ci-dessus pour proposer mes services, vu que nous avons fait le relevé de l'état civil de Schirhofen. La collaboration était fructueuse avec M. George Weil de Jérusalem. Je voyais les données dont nous disposions. Cela lui a permis de mettre à jour le site. Le résultat est éloquent. Pour la plupart des stèles, nous avons maintenant un nom et une filiation. Sur les listes suivantes, le résultat, c'est ce travail en commun. Bon, c'est très petit, mais on a donc devant, on a les tombes, le nom, la date de naissance qui n'existait pas. Il y avait juste l'année, la date de décès. Là, pour la communauté juive, quand quelqu'un décède, on met une croix ou qu'est-ce qu'on met? On ne met pas une croix. Ça, c'est sûr. Donc, ça, je ne sais pas. Donc, j'ai mis une croix, un X, quoi. Donc, je ne savais pas. Donc, on voit aussi que l'épouse, et ça, c'est la notation qu'il y a sur le chemin. Et là, il y a les parents. Et si les parents sont enterrés sur ce cimetière-là. Alors, il y a quelqu'un avec le micro ouvert. Sarah, fils de Welch. Et... Donc, moi aussi, j'ai écrit, j'ai traduit un peu si c'est un Jacob, j'ai écrit en Jacques. Sur le site lui-même, M. Weil l'avait transformé de nouveau en Jacob. Pour moi, c'était plus facile d'avoir les noms en français parce que le logiciel admet mieux après, il retrouve, quoi. Voilà, donc on a à peu près partout la filiation qu'on retrouve sur le cimetière. Donc, il y a plusieurs pages.
on l'a par, on l'a par nom alphabétique et par tombe. Voilà, c'est ainsi que termine sa présentation de ces 3 lieux emblématiques de la communauté juive du Chirofen. Donc, on va... Bon. Robert, merci beaucoup. Je sais qu'on pourrait avoir encore 2 heures au moins. Beaucoup, ouais. Et... Ouais. On est à combien là? Alors, on laisse un tout petit peu de temps pour la question, mais aussi on a une petite histoire. Peut-être on laisse le temps pour l'histoire avec la bague. Oui, il n'est pas tellement, il n'était pas prévu, mais bon, il commence. Ouais. Bon, c'est la bague. J'étais avec un peu. Là, quand la famille Kahn est partie, il avait donné les bijoux au voisin qui était catholique, qui les a gardés pendant toute la guerre. Il l'avait enfermé, il l'avait mis en terre. Et donc, l'oncle de Madame Kahn est revenu chercher ce qui avait été caché après la guerre. Mais Denis Kahn, je t'appelle Denis Kahn parce qu'on est devenus presque des amis, et ne savait pas qui avait donné le truc. Et donc, à la visite qu'elle avait faite, on lui a fait la surprise de lui montrer la femme qui était en classe avec elle, je crois. Elle était en classe avec elle. Et donc, je vais juste vous montrer quelques photos de cette... attendez, je vais juste y aller. J'avais prévu. Donc, c'est donc quelques années après la guerre, donc en 2013, c'est 50 ans après la guerre au moins, que la commission de la compte. Ouais. J'avais pas prévu ça, donc attendez, exposition, et on va mettre photo. Donc, je vais juste vous montrer quelques photos de cette exposition qu'on avait faite avec, je pense qu'on a, je vais y aller un peu rapidement. Donc là, on va partager. Comment je vais agrandir ça? Non, on ne voit pas. Donc, on voit bien. On voit bien. Donc, voilà. Donc, je l'ai. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu cherches? Ouais. Donc, en principe, si je parle deuxième écran, ça devrait marcher. Non, on n'arrive pas avec le deuxième écran. Il faut que je le ramène chez moi. Là, on voit bien. Là, on voit bien. Donc, voilà, là, c'est Madame Kahn qui vient avec Dora. Là, on voit un oiseau. Ouais. On voit surtout un colibri, oui. Ouais. Ah non, donc c'est pas ça. Je pense pas qu'elle s'appelle Madame Kahn. Attendez. Voilà, maintenant tu as à nouveau la photo. Ouais, on voit. Il faut agrandir. Voilà. Voilà. Là, on le voit. C'est parfait. Voilà, donc elle avait ramené aussi un petit bouquin qu'elle a distribué. Donc, ça, c'était l'ancien maire de Chirofen. Là, c'est l'historien de Bischwiller, M. Erard, qui est décédé déjà entre-temps. Voilà, ça, ces 2 personnes étaient à l'école avec Madame Kahn.
Donc, elles sont venues spécialement, elles de Strasbourg, de Couvent, et elles c'est habitus à Chirofen. Là, on avait fait une conférence le matin. Donc, Madame Kahn. Donc, on avait déjà... bon, il y avait la moitié de sa famille qui était là. Donc, on voit... elle est venue l'après-midi, je crois. Donc, j'avance assez rapidement. Donc là, on voit les qui étaient en classe. On a des photos. Elles sont ensemble toutes les trois. Oui, toutes les trois. Là, donc, ils ont le même âge, ces trois-là. La sœur, elle est décédée, non? La sœur est décédée. Ouais. Donc, ça aussi, c'est quelqu'un qui était dans la même classe. 93 ans. Ouais. Qui est décédé d'ailleurs aussi, cette femme, récemment, là. Et donc, ça, c'est... Là, c'était... On a été interviewé par FR3. Seulement, Sébastien Loeb a gagné une coupe et on n'a pas passé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'ancien adjoint et l'ancien maire. Là, c'est avec Nora Einstein. Donc, on va... Quand est-ce qu'elle arrive? J'aurais dû aller. Donc, voilà. Donc, c'est l'exposition. On avait la moitié des maires. Il y avait même la sous-préfète qui était venue. On avait réussi. Ça, c'est un ancien instituteur. Un des derniers. Donc, l'après-midi, on avait fait de nouveau la même conférence. Et là, c'est le banc et l'arrière-banc, Madame la sous-préfète, le président le maire de Haguenau, qui est maintenant là, ça c'est Madame Thomas, avec les conseils généraux. Et donc, on avait fait la présentation. Attendez, elle va arriver. On avait fait la ronde. Voilà. Pardon. J'aurais dû dire, bon, si j'avais su, j'aurais préparé les photos. Voilà, c'est Madame qui était, donc, dont le père avait gardé les bijoux. D'accord. Et le fils de Madame est derrière moi, et l'adjoint maintenant. Donc là, ils se sont retrouvés la première fois et elle savait qu'on allait lui présenter, parce qu'on avait fait on lui avait demandé si elle voulait le prendre, et elle a dit il n'y a aucun problème. On avait pas mal échangé. Donc, là, c'est son fils. Voilà, donc, si j'avais su, j'aurais préparé ça. Bon, merci encore beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Donc, après, il y aurait encore, on a juste parlé des bâtiments, mais il y aurait encore une fois toute une session à passer. Il y a pas mal André Mauroy, il est originaire de Chirain, de Chirofen. Il y a Brice Lalonde qui est originaire. Il y a même la dernière reine d'Égypte qui est originaire de Chirofen. La reine encore. La reine d'Égypte, oui. Wow. On ne sait pas, mais je ne sais pas quand, mais elle vit encore. Hein. Bon, ils sont séparés avec son mari parce qu'elle a trop dépensé d'argent. Ah ouais, c'est ça. Hein? C'est comme ça les habitants de Chirofen, c'est ça? Oui. Et donc, il y a aussi un grand rabbin de Paris qui était originaire de Chirofen. Et Alexandre Weil. Et Alexandre Weil, d'ailleurs, aussi. Donc, il y a pas mal de... Il y a aussi le maire de Chirofen qui est devenu un homme très, très riche.
et donc toute la descendance, ils sont allés, une des filles s'est mariée avec Blain, qui sont partis après à Elbeuf construire les usines. Voilà. C'est toute une histoire encore à développer, mais bon, Voilà. on a quand même gardé un. Pour peut-être les questions, si vous avez. Oui, alors moi j'ai une question. Oui, si je peux vous répondre. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Robert. Bonjour. C'est Raymond Lévy. Ah, voilà, je me disais bien. Oui, bonjour à tous. J'ai une question qui concerne la synagogue. Tu as dit qu'elle a été construite en quelle année 1817, je crois. 1817, oui. Parce que comme elle ressemble beaucoup à celle d'Oberbronn, dont on a peu d'images d'ailleurs, je voulais savoir si on sait qui est l'architecte pour essayer de trouver. Non, c'est pas du tout. On a juste retrouvé les plans qu'en 1942, comme il voulait modifier, a fait une esquisse, quoi. C'est juste. Mais on n'a aucune photo avant. D'accord. Bon, Chirofen n'avait pas beaucoup de. Je pense qu'on aurait dû en avoir en 1930, 1935, on aurait dû faire des photos, mais on n'en a pas trouvé. Les plans de 1942, ils n'étaient pas prévus pour transformer la synagogue en tant que synagogue, évidemment, alors. Oui. Non, en 1942, ça aurait dû être un lieu pour ranger les machines agricoles. Ok, en gare. Oui, ça c'est l'époque nazie, oui. Justement. Oui. Que tu nous as montré tout à l'heure. Oui, voilà, mais qui n'a jamais été faite parce qu'on retrouve les. Voilà. Donc, on n'a rien, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. On sait maintenant par rapport au plan, mais on ne sait pas. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, si vous permettez, Oui, je suis Martin Sessler d'Israël. Ce qui m'intéresse, c'est le programme d'études dans ces écoles que vous nous avez montré. Est-ce que c'était le programme de l'État français ou J'en sais rien. On ne sait rien. L'instruction religieuse a été donnée à l'école ou au consistoire? Aucune notion. Il me semble que la bibliothèque à Strasbourg, on peut retrouver un des cahiers d'école de l'école de Chirofen, me semble-t-il. Je ne suis pas persuadé, de l'école juive de Chirofen. Ouais. Oui. Bon, moi, je n'ai jamais été au consistoire, donc je n'ai jamais. J'ai juste à la bibliothèque nationale. Comment? À la bibliothèque nationale à Strasbourg. Ah oui. À la bibliothèque universitaire, oui. Ouais. Merci. Donc, il faudrait. C'est encore un sujet, tout un sujet à voir. Développer. Bon, effectivement, moi, j'ai juste, quand je me rends compte qu'à Chirofen, beaucoup d'archives ont disparu. Oui. J'ai contrôlé la dernière fois des choses qui devraient être là. Les délibérations du conseil municipal du temps où Lévy était maire, il n'y a plus rien. Et ils ne sont pas aux archives. Donc, ils ont été détruits. Donc, c'est ça un peu le problème. Ça, c'est vraiment une autre chose. Il y a beaucoup d'archives. Actuellement, je suis en train sur notre site, on peut le voir, de la généalogie, je vais mettre l'histoire de tous les actes qu'on a trouvés par rapport à Lévy. Pourquoi il est devenu maire, qui était maire avant. J'ai aussi 2 lettres qui sont un peu... Il y en a qui sont contre lui. Il y a un catholique qui dit que ce n'est pas normal qu'il y ait un juif comme maire. Et il y a une dame qui se plaint, c'est une juive aussi qui s'est plaint de sa manière de faire. Et donc, je vais le mettre dans les prochaines lettres. Mais bon, ça, c'est une histoire aussi. Après, je n'ai pas encore retrouvé tous les documents des autres maires parce qu'on a une trentaine de lettres entre le préfet et la communauté, entre le maire et voilà. Donc, il faut les traduire, c'est pas évident, quoi. Voilà. Je voulais juste répondre à Martin.
Oui. Il existe des programmes, il existe des programmes dans les archives du consistoire, il existe des programmes, pas spécialement pour celle de Chirophène, mais je pense que c'était le même programme qui était diffusé dans l'ensemble des écoles juives. Et si tu regardes sur le site de Michel, il y a Annie Bloch qui a fait tout un développement concernant les écoles juives et puis elle en parle. Voilà. Bon, merci. Il y a aussi un article de Weibel sur l'école juive de Wissembourg, un des derniers articles qu'il a fait avant de décéder et qui se trouve dans un numéro il y a quelques années de la revue de la Société d'histoire de l'Outre-Forêt. Oui, merci. Ok. Merci, merci. Merci beaucoup. Je te le rapatrie, Martin, quand Oui. je l'aurai, parce que je vais avoir cet article sur l'école de Wissembourg. Comme ça, tu pourras te faire une idée des programmes. Oui, ça m'intéresse entre l'instruction religieuse et le programme français qui était, je m'imagine, à base nationale, après le programme allemand, après 70. Bon, merci. Alors, Robert, je voulais me remercier énormément. C'était vraiment très, très intéressant. Et comme j'ai passé beaucoup de temps à Chirofen récemment, c'est intéressant en plus. Et découvrir, vraiment, c'est un village juif finalement. Bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose. Voilà, maintenant, non, mais c'est incroyable la quantité d'habitants. On oublie un peu, effectivement, la première exposition qu'on avait faite avec Dora, il n'y avait personne qui était venu de la communauté. À mon avis, ça a changé aujourd'hui. Si, quelques-uns, ouais. si. Oui, bon, mais c'était assez ric-rac. Pierre était là. Après. Voilà. Alors, il faut dire, Robert, oui. Il faut dire, Robert, que quand on fait un truc le jour de la Journée européenne de la culture juive, comme on a tous des activités dans nos lieux, on peut difficilement aller rendre visite à ceux des autres. Ouais. C'est un peu le problème. Souvent, quand il y a des choses comme ça qui sont innovantes, il faudrait les refaire à un autre moment de l'année pour que tout le monde puisse venir. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on avait réussi à faire la plus grande manifestation dans tout le Bas-Rhin pour cette première en 2013 quoi. Alors, voilà. Toute l'équipe derrière, merci beaucoup. Oui, voilà. Merci. Alors, la Joanne, la mère, merci encore une fois. Et voilà, je pense qu'on peut encore creuser et parler encore une fois et continuer à parler de Chirofen. Et on garde ça pour une autre fois. Encore merci à vous. Ajouter des vœux pour la nouvelle année à tous ceux qui fêtent, absolument. Qui fêtent la nouvelle année. Alors, voilà, alors bonne année. Bonne année et bonne santé. Surtout. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. On se voit lundi. À lundi et bonne santé tout le monde. Et bonne trêve des confineurs. Merci. Et bonne trêve des confineurs.